nga yeggali ci loolu. Merci. Répondre bien sûr aux questions qui m'ont posées, mais aussi à celles qui ne m'ont pas été posées, pour lesquelles j'ai ma petite idée derrière la tête. Pourquoi on a attendu si longtemps pour ouvrir cette procédure contre Ousmane Sonko? Je pense que la réponse la plus simple, la plus juridique par la procédure, le ministre Abdou Karim l'a donnée. Le procureur est le maître des poursuites. Il a un temps pendant lequel il doit pouvoir poursuivre. Au-delà de ce temps, quelle que puisse être sa volonté, il ne poursuivra pas. Ce temps, il est de 3 ans, quand c'est un délit, parfois même ça peut être moins, quand c'est une contravention. Il est de 10 ans, quand c'est des actes criminels qui sont posés. Donc, il peut remonter sur les faits aussi loin que le délai de prescription lui permet. Maintenant, pourquoi a-t-il attendu? Il lui fallait un faisceau de faits, un faisceau d'actes lui permettant de soutenir l'incrimination. C'est pour ça qu'on a attendu. Vous pensez que 2021, c'est parce qu'on n'avait rien? Bien sûr qu'on avait. Mais on s'est dit, peut-être que c'est une incartade, peut-être que ça va se calmer, peut-être que ça va revenir à la raison. Parce que détrompez-vous, le gouvernement n'ouvre pas des procédures seulement parce qu'il veut ouvrir. Encore moins de les ouvrir parce qu'il veut, comme certains le pensent, liquider un opposant politique. Dans toutes ces postures et dans toutes ces prises de décision, le gouvernement voit de la façon la plus objective et de la façon la plus légale comment procéder. Or, à l'époque, on avait le procès Adji Sarr qui ne s'était même pas ouvert. On n'en était qu'aux accusations d'Adji Sarr en 2021. Rappelez-vous, c'était à la gendarmerie. Ensuite, il y a eu l'affaire de Mame Mbaye. Mais le gouvernement s'est dit, ces 2 personnes privées, 2 citoyens qui pensent avoir quelque chose à reprocher à Ousmane Sonko, attendons, si le gouvernement s'en mêle, vous vous rappelez de cette thèse au complot? Combien de fois a-t-on crié au complot ici, et dans l'affaire de Adji Sarr, et dans l'affaire de Mame Mbaye? On s'est dit, ce n'est pas le moment de jouer ce jeu-là. On a 10 ans pour le faire. Quand tout s'éclaircira sur le plan judiciaire entre ces 2 personnes privées et M. Ousmane Sonko, à ce moment-là, le procureur, s'il le souhaite, pourra intervenir. Voilà ce qui s'est passé. Et j'en profite pour répondre à une question, je ne sais plus qui l'a posée. Pourquoi a-t-on considéré qu'il n'y avait plus de menaces et que quelques jours après, que c'est Aïssatou Diop, est là, et que quelques jours après, on ait déclenché la procédure? Mais justement, c'est parce qu'il n'y a plus de menaces que la procédure est faite. Ou alors, c'est parce que la procédure devait être faite qu'il n'y avait plus de menaces. Parce qu'on devait passer à une autre étape judiciaire. Donc, le gouvernement est dans une cohérence d'actes et dans la cohérence globale de la procédure. Maintenant, les incriminations sont aussi graves les unes que les autres, atteinte à la sécurité, atteinte aux institutions, appel à l'insurrection, association de malfaiteurs. C'est le procureur qui décide de cela. C'est lui qui décide au moment où il engage les poursuites de qualifier les faits. Mais la qualification définitive est entre les mains du juge d'instruction et plus définitive, irréversible, entre les mains du tribunal. Le Sénégal est un état de droit. Le procureur est une partie au procès très forte, mais le procureur ne décide pas, il ne fait pas la décision, il ne fait pas le procès. Donc, 2 choses à cette étape de la procédure. La première, c'est d'abord de dire que M. Ousmane Sonko bénéficie de la présomption d'innocence. Le deuxième principe, c'est qu'il a droit à la défense et à toute la défense, comme il pense l'articuler. Bon, mais certainement pas autour de Juan Branco. Moi, en tout cas, je ne lui aurais pas conseillé. Mais bref, c'est sa liberté aussi de prendre l'avocat qu'il veut. Donc, voilà ce que je voulais dire sur cette première question de Mehdi Maram Ndiaye, de pourquoi on a attendu maintenant pour évoquer des faits de 2021. Sur la CEDEAO, est-ce que nos soldats vont y aller? D'abord, dire pourquoi nos soldats doivent y aller. Ils doivent y aller pour 2 raisons. La première, c'est que nous sommes dans une organisation communautaire qui en a décidé ainsi et qui s'appelle la CEDEAO. Et le Sénégal a une signature internationale. Il ne peut pas être membre de la CEDEAO et se soustraire aux décisions que la CEDEAO, au sommet des chefs d'État,
prend. Et le Sénégal est un membre éminent de cette organisation communautaire. La deuxième, c'est que la conviction du Sénégal, c'est qu'il faut arrêter ces coups d'État. Voilà pourquoi on y va. Maintenant, j'avais pensé que vous alliez me demander pourquoi on ne l'a pas fait pour Mali, pourquoi on ne l'a pas fait pour Guinée, pourquoi on ne l'a pas fait pour Burkina et pourquoi on le fait pour Niger. Si je donne une réponse simple, je dis parce que c'est le coup de trop. Mais si je donne la vraie réponse, c'est parce que la CEDEAO a voulu éprouver sa patience et son dispositif jusqu'au bout. En négociant des transitions avec le Mali, en négociant une transition avec la Guinée, en négociant une transition avec le Burkina, pour leur dire, vous avez pris le pouvoir pour de mauvaises raisons. Parce que rappelez-vous, que nous disent ces jeunes pour prendre le pouvoir, nous voulons mettre fin à l'insécurité. Est-ce qu'il y a une seule fois où il a été mis fin à l'insécurité? Ce qu'on a constaté, c'est qu'une fois au pouvoir, les militaires se sont installés dans les postes de civils, y compris des postes de gouverneur de l'administration territoriale, y compris des directeurs généraux d'électricité, des directeurs généraux des services d'eau. C'est ça, lutter contre l'insécurité. Voilà pourquoi la CEDEAO a pensé que maintenant, il faut y mettre fin. Maintenant, oui, pour répondre définitivement à la question, les militaires sénégalais, pour toutes ces raisons, vont y aller. Au moment où je vous parle, les états-majors des États membres de CEDEAO sont en train de se réunir et de voir maintenant quel va être le modus operandi une fois que la décision politique elle a été prise au plus haut niveau et au niveau communautaire. Donc oui, nos soldats iront. Voilà pourquoi ils vont y aller et comment ils iront. Ils sont en train de se concerter et de le faire parce que, rappelez-vous, il a été donné un délai, pour ne pas dire ultimatum, d'1 semaine pour que le tout se mette en place au Niger. Alors, Juan Branco, moi je reprends ce que Abdou Karim a dit. Double acte de lâcheté. Double acte de lâcheté. Moi, si je sais que dans un pays, un mandat quelconque m'attend, qu'il soit mandat d'amener, qu'il soit mandat de dépôt, qu'il soit mandat d'arrêt, et que je décide d'y aller, je décide d'affronter tout et d'affronter le mandat. Mais comment il est venu? Le simple fait de retracer la voie par laquelle il est entré, déjà prouve à suffisance l'acte de lâcheté, passer par la Gambie. Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'il vient au Sénégal. Il sait très bien qu'il y a un aéroport international, il sait très bien qu'il y a des vols directs. Comment il est passé de Gambie au Sénégal? Certainement de la manière la plus clandestine. Qui ne nous dit pas qu'il s'est même déguisé, qu'il ne s'est pas déguisé pour le faire? Pour quelqu'un qui prêche le courage et même la témérité, je pense qu'il y avait meilleure posture que celle-là. Deuxième acte de lâcheté, c'est de venir en quelques minutes. J'ai même vu une vidéo où presque on le faisait fuir de la salle. Mais moi, je suis une femme, je suis un avocat, je ne ferai jamais cela. Jamais cela. Parce que je considère que pour ce qu'il est en train de nous vendre, il aurait pu se comporter autrement. Mais je réponds à la question, parce que la question, c'est Mme Absan qui me dit, est-ce qu'entre nous et la Gambie, le problème s'est posé? On a quand même attiré l'attention des autorités gambiennes, puisqu'avant que les chefs d'État ne se réunissent, il y a eu une session ministérielle que j'ai co-présidée avec mon homologue de Gambie. Mais bien sûr que nous avons attiré l'attention des autorités gambiennes sans leur reprocher quoi que ce soit, puisqu'il n'y avait pas de reproche à leur faire, que nous souhaitons à l'avenir qu'il y ait beaucoup plus de vigilance de ce côté-là. Maintenant, nous avons une question beaucoup plus complexe que celle-là, c'est la gestion de notre frontière avec la Gambie. Il y a une commission mixte de gestion de nos frontières qui est d'ailleurs gérée par le SEMPACT, c'est-à-dire le conseiller militaire du président de la République, l'état-major, qui est à la présidence de la République, qui gère cette question-là, qui est une question difficile, où la frontière, parfois, elle passe au milieu d'un village. Vous avez dû en entendre parler, tout bas tranquille, où un coup on dit oui, le chef de village est sénégalais, mais peut-être que le territoire est gambien. Le président Macky Sall a voulu que de tout cela, nous puissions discuter dans le calme, dans la sérénité, rappelant le proverbe Halpulaar dont je vous parlais tout à l'heure, que ceux-là qui ne peuvent pas se séparer doivent bien coexister et vivre ensemble pour régler ces questions-là de façon pacifique
et de façon très fraternelle. Sur l'interdiction des manifestations, ça c'est Elimane, l'interdiction de manifestation et Pape Alé Niang. Je voudrais d'abord, pour Pape Alé Niang, dire qu'au Sénégal, la liberté de presse, elle est quand même fondamentale. Une liberté constitutionnelle, une liberté garantie, mais pas que, une liberté que vous exercez tous les jours. Mais n'oubliez jamais que le journaliste, comme l'avocat, comme l'homme politique, est un citoyen. Et quand il pose un acte délictuel, il y répond en tant que cet acte délictuel qu'il a posé. Donc Pape Alé Niang, comme un autre journaliste d'ailleurs, n'a jamais été inquiété dans l'exercice de sa profession de journaliste, mais dans des déclarations et des faits qui sont des déclarations et des faits délictuels qu'il a posés, peut-être même en déployant le parapluie de journaliste. Cela est inadmissible. Ce qu'il ne vous est pas permis de faire à vous, ce qu'il ne m'est pas permis de faire à moi, pourquoi devrait-on l'autoriser à Pape Alé Niang? Parce que c'est un journaliste. Donc, je sais que vous êtes très solidaire. Moi aussi, peut-être j'aurais dit pareil, ça aurait été un avocat. Mais quand même, dans cette solidarité, faisons preuve de discernement entre l'exercice de sa profession de journaliste et son engagement politique, qu'on ne peut pas lui reprocher, mais qui a les limites. Et les limites, c'est ce que la loi n'autorise pas. Voilà pourquoi il a été interpellé et même placé sous mandat de dépôt. Madame Aïssatou Diop, oui, j'ai répondu en parlant de blocus. Voilà donc les questions auxquelles moi je voulais répondre. Est-ce que je dois faire un résumé de tout ça en wolof tout de suite? Bon, donc di wax ni dama bëgg tontu ci liñ ma laaj ak liñ ma laajul yépp bu fekkee ne am naa ci sama xalaat bu ndaw ndax fii waaw am naa ci sañ-sañ waaw. di leen jërëjëfal ci yitte bi ngeen am ci laaj yi ngeen laaj di wax ni ñetti laaj ngeen laajte fii benn bi mooy lu tax procureur bi xaarandi ba waxtu bi naan man damay woote li xewoon ñaari at ci ginnaaw di ko teg ci ndoddu Ousmane Sonko di wax ni dafa am lu yoon diggee yoon dafa ne procureur de la République su fekkee ni bëgg na def dara yoon may na ko ñetti at ci ginnaaw balaa boobu muy dugg ci mbir mi fukki at ci ginnaaw te fii ay fukki at lañ ne mu mun ko doxal su ko neexee léegi nag lu tax procureur bi xaaroon procureur bi mu ngi dépendre ci ministre de la justice di dépendre ci état mais procureur bi dafa am loo xam ni boobu 2021 bi mbir mi di xew dafa am lu xewoon li xewoon mooy Adji Sarr xale boobu moo xëyoon suba yóbbu porte plainte am gendarmerie ne diwkat def maa def nangam ak nangam ak nangam naka sudul noonu